Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Dans l'actualité de ce samedi, dans la bande de Gaza, un fragile cessez-le-feu entre en vigueur après des mois d'affrontements meurtriers. Un accord partiel a été trouvé entre Israël et le Hamas. L'échange d'otages et le retrait progressif de l'armée israélienne marquent une première étape, mais la paix reste encore incertaine. En Corse, la mafia étend son emprise. Selon un récent rapport des services de renseignement, près de 20 équipes criminelles sévissent sur l'île de Beauté. Familles historiques, nombreux clans et réseaux économiques de la criminalité corse changent de visage et inquiètent les autorités. Un nouvel espoir pour les patients atteints de la maladie de Huntington. Cette pathologie génétique rare et incurable, souvent comparée à un mélange d'Alzheimer et de Parkinson, pourrait bientôt faire l'objet d'un traitement efficace. Une biotech française vient de publier des résultats prometteurs et encourageants. L'information a attristé la France. Un nouveau vandalisme choquant en région parisienne. La tombe de Robert Badinter, l'ancien ministre décédé l'an dernier, a été profanée à Bagneux quelques heures avant son entrée solennelle au Panthéon. Des inscriptions injurieuses ont été découvertes sur la pierre tombale de l'ancien ministre de la Justice. Une enquête a été ouverte. Nous reviendrons dans ce journal sur l'information qui a choqué la France. Et puis dans l'enquête du Grand News ce soir, retour sur l'affaire Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien. Pendant près d'une décennie, il a semé la terreur dans la capitale française avant d'être arrêté en 1998. Le retour sur le parcours d'un meurtrier hors norme traqué par la police scientifique et le flair d'une enquêtrice déterminée. C'est un répit fragile au Proche-Orient. Depuis vendredi, un cessez-le-feu a été instauré entre Israël et le Hamas après des semaines de combats intenses dans la bande de Gaza. Cet accord centré sur la libération d'otages et un retrait partiel de l'armée israélienne qui saluait comme une avancée spectaculaire, mais elle demeure encore réversible à tout moment. Les habitants, eux, épuisés par la guerre, espèrent enfin un souffle de paix. Le récit de cette trêve fragile signé sous la pression internationale dans ce reportage d'Henri Leboeuf et de son équipe. Sur les rives de la Méditerranée, Gaza tente de reprendre son souffle. Après des semaines d'affrontements sanglants, les armes se taisent, pour l'instant. Le cessez-le-feu annoncé vendredi marque la première phase d'un accord arraché sous pression internationale entre Israël et le Hamas. Dans les ruines des immeubles bombardés, des familles regagnent timidement leur foyer. Beaucoup n'y trouvent plus que des gravats, mais espèrent, malgré tout, le début d'un apaisement. L'accord prévoit l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, ainsi qu'un retrait partiel et temporaire des forces israéliennes. Une trêve fragile, conditionnée au respect des deux camps. Nous voulons juste vivre normalement. Pas de guerre, pas de peur, selon les déclarations d'un habitant. Mais sur le terrain, la méfiance reste vive. Le Hamas avertit qu'il reprendra les combats en cas de provocation, tandis qu'à Jérusalem, Benyamin Netanyahou prévient que l'armée reste prête à réagir. Dans les chancelleries, les diplomaties américaines, qataries et turques multiplient les appels à la retenue. Washington salue un pas encourageant, mais redoute un retour rapide aux hostilités. Pour Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, cette trêve pourrait ouvrir une nouvelle ère pour Israël à condition, dit-il, de changer de gouvernement et de renouer un vrai dialogue de paix. Pour Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, cette trêve pourrait ouvrir une nouvelle ère pour Israël à condition, dit-il, de changer de gouvernement et de renouer un vrai dialogue de paix. Tant que nous n'aurons pas changé de cap, nous ne pourrons pas guérir les blessures de notre société, confie l'ancien chef du Likoud. Sur place, les Gazaouis restent suspendus à la promesse d'un lendemain sans bombardement. Entre peur, fatigue et espoir, cette trêve représente moins une fin qu'une fragile parenthèse, dans un conflit qui semble sans fin. C'est un phénomène aussi ancien que discret, mais il prend aujourd'hui une nouvelle ampleur. La mafia corse, autrefois cantonnée à quelques clans historiques, s'est profondément transformée. De nouveaux réseaux, parfois issus de la communauté maghrébienne, investissent désormais le trafic, la construction ou encore les marchés publics. Les enquêteurs, eux, parlent d'une véritable mutation de crime organisé sur l'île. Reportage signé Marine Minier pour le Grand News. Sur l'île de Beauté,
les paysages paradisiaques cachent une autre réalité, celle d'une criminalité organisée bien implantée. Selon un rapport récent de la police judiciaire et des services de renseignement, près de 20 équipes criminelles agiraient aujourd'hui en Corse, structurant un véritable réseau mafieux. Familles historiques, figures du grand banditisme, mais aussi nouveaux venus, la mafia corse s'adapte. Elle s'étend désormais à de nouveaux territoires économiques, marchés publics, trafic de stupéfiants, construction et restauration au point d'inquiéter jusqu'à Paris. À Ajaccio, une manifestation rassemblant plus de 1500 personnes a eu lieu le 8 mars dernier. Une marche contre le crime organisé et contre l'omerta qui règne depuis des décennies sur l'île. A mafia tomba u silenzu, la mafia tue le silence, scandaient les manifestants. Il faut que la population parle, qu'on ose dénoncer ce qui se passe ici. Trop de peur, trop d'impunité d'après un témoin que nous avons interrogé. Les services de l'État reconnaissent une mutation du phénomène. De nouveaux clans, issus parfois de la communauté maghrébine ou d'anciens milieux du grand banditisme continental, s'installent sur le territoire corse. L'enjeu, contrôler des pans entiers de l'économie locale. Pour les enquêteurs, la mafia s'est socialisée. Elle ne se cache plus dans la clandestinité, mais s'infiltre désormais dans la vie quotidienne, les affaires et même les institutions locales. Pour un expert, en 20 ans, la criminalité organisée a investi l'espace économique et social. C'est ce qui la rend aujourd'hui plus redoutable que jamais. Le gouvernement promet de renforcer la lutte contre le crime organisé en Corse. Un pôle régional du renseignement va voir le jour, avec pour mission de centraliser les informations et de démanteler les réseaux. Mais sur l'île, beaucoup doutent encore de l'efficacité de ces mesures. Si la société corse commence à briser le silence, la mafia, elle, continue d'évoluer. C'est une avancée majeure pour la recherche médicale. La maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative rare et héréditaire, touche environ 6000 personnes en France. Longtemps considérée comme incurable, elle provoque chez les jeunes adultes des troubles moteurs et cognitifs sévères, mais une biotech française annonce aujourd'hui des résultats encourageants qui pourraient bien changer le destin de nombreux malades, comme nous le montre ce reportage d'Antoine de Saint-Exupéry. Assis face à la mer, cet homme de 40 ans savoure quelques instants de calme. Derrière ce moment de sérénité, un combat quotidien contre une maladie rare et redoutable, la maladie de Huntington. Cette pathologie d'origine génétique, souvent comparée à un mélange d'Alzheimer et de Parkinson, détruit progressivement les neurones. Les symptômes apparaissent généralement autour de la quarantaine, troubles de la mémoire, perte d'équilibre, mouvements involontaires. Une lente dégénérescence du système nerveux, pour laquelle il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Mais une lueur d'espoir émerge. Une biotech française vient de publier des résultats prometteurs sur un traitement expérimental visant à ralentir la progression de la maladie. L'objectif, bloquer la production de la protéine toxique responsable de la destruction des cellules cérébrales. Nous observons pour la première fois une diminution mesurable de la protéine mutée dans le cerveau des patients. C'est une étape scientifique importante, d'après des chercheurs. Les essais, menés sur un petit groupe de volontaires, montrent une amélioration légère mais réelle de certaines fonctions motrices. Pour les médecins, cette avancée pourrait transformer la prise en charge des malades, même si la prudence reste de mise. Car la maladie de Huntington reste héréditaire, lorsqu'un parent est porteur du gène muté, chaque enfant a une chance sur 2 de développer la maladie. Un fardeau lourd à porter pour les familles, souvent confrontées à des décennies de souffrance et d'impuissance. En France, environ 6000 personnes sont concernées, mais près de 20 000 seraient potentiellement porteuses du gène sans le savoir. Les associations de patients saluent cette avancée, tout en rappelant que le chemin reste long avant un traitement accessible à tous. Une nouvelle ère pourrait s'ouvrir pour ces patients longtemps oubliés. Une promesse de vie rallongée, et peut-être, un jour, la fin d'une maladie qui détruit. L'émotion et l'indignation jeudi à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, à la veille de l'hommage national prévu au Panthéon, la tombe de Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice, a été vandalisée, où on peut voir des inscriptions injurieuses qui ont été découvertes sur la pierre tombale de celui qui a aboli la peine de mort en France il y a 40 ans. Une enquête a été confiée à la Sûreté territoriale. Retour sur cette affaire incompréhensible qui intervient à un moment hautement symbolique. C'est un acte de vandalisme qui suscite stupeur et indignation.
Ce jeudi 9 octobre, la tombe de Robert Badinter, située au cimetière de Bagneux, a été profanée. Des inscriptions injurieuses ont été découvertes sur la pierre tombale de l'ancien ministre de la Justice, à seulement quelques heures de son entrée au Panthéon. La mairie a immédiatement prévenu les autorités. Une enquête a été confiée à la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, chargée d'identifier les auteurs de ces dégradations. À 96 ans, Robert Badinter s'était éteint l'an dernier. Symbole de la justice et de l'humanisme, il reste dans l'histoire comme celui qui, en 1981, a aboli la peine de mort en France. Faillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. De la dignité humaine. Sa panthéonisation, décidée par le président de la République, devait marquer un moment d'unité nationale. Le ministre de l'Intérieur a condamné fermement cet acte, qualifié d'atteinte à la mémoire de la République. Les services techniques de la commune ont effacé les inscriptions dès la matinée. Malgré cette profanation, la cérémonie d'entrée au Panthéon a bien été maintenue. Un hommage solennel, en présence du chef de l'État, destiné à rappeler le combat d'un homme pour la justice, la liberté et l'égalité. La France rend hommage à Robert Badinter, figure morale et historique, dont l'héritage dépasse les frontières du droit. L'enquête devra désormais faire la lumière sur les circonstances et les motivations de ce geste inacceptable. Entre 1991 et 1997, Paris a vécu dans la peur. Des jeunes femmes assassinées souvent dans les mêmes quartiers à quelques rues d'écart. L'homme qui se cache derrière ces crimes s'appelle Guy Georges, un tueur en série méthodique et manipulateur et insaisissable pendant près de 10 ans. Ce soir, l'enquête du Grand News revient sur l'histoire glaçante de celui qu'on surnommait le tueur de l'Est parisien avec notre journaliste Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. Paris, début des années 90. Dans le 11, le 12 et le 20 arrondissement, plusieurs jeunes femmes sont retrouvées mortes, étranglées, souvent après avoir été agressées dans leur propre appartement. C'est lundi que s'ouvrira devant la cour d'assises de Paris le procès de Guy Georges, le tueur en série présumé qui comparaît pour l'assassinat et le viol de 7 femmes entre 91 et 97 sans compter d'autres agressions. Les enquêteurs parlent d'un tueur organisé, discret, presque invisible. Pendant des années, les crimes s'enchaînent. 6, puis 7 victimes recensées entre 1991 et 1997. Toujours le même mode opératoire, effraction, viol, strangulation. À chaque scène, le même profil ADN mais aucun nom ne correspond dans les fichiers policiers de l'époque. On savait qu'il allait recommencer. Le problème, c'est qu'on ne savait pas où, ni quand, selon une enquêtrice. En 1998, tout bascule. Une jeune femme parvient à échapper à son agresseur. Elle décrit un homme au visage fermé, les yeux noirs, déterminé. Grâce à son témoignage et à un recoupement ADN une première à l'époque, les policiers identifient enfin un nom, Guy Georges, déjà connu pour violence et agression. Né en 1962 à Vitry-le-François, fils d'un soldat américain et d'une mère française, Guy Georges a grandi dans la violence et le rejet. Très jeune, il manifeste une fascination pour la domination et la peur. À 16 ans, il tente déjà de tuer une femme. Il avait ce besoin de contrôle, cette rage froide. Guy Georges agissait seul, mais avec une précision presque méthodique. Le 26 mars 1998, après des semaines de filature, la police l'arrête dans le 11 arrondissement de Paris. Lors de son procès, en mars 2001, il avoue 7 meurtres. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération avant 22 ans. Derrière les murs de la prison d'Ansisheim, Guy Georges purge toujours sa peine. Un tueur en série qui aura marqué la France par sa froideur et son absence totale de remords. L'affaire Guy Georges a bouleversé l'histoire judiciaire française. Elle a conduit à une avancée majeure, la généralisation du fichier national ADN, outil désormais indispensable pour identifier les criminels. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. Le soleil s'imposera largement sur la partie nord du pays, en passant par Bordeaux, Toulouse, Montpellier ou Nice, avec des températures agréables comprises entre 23 et 26 degrés. Dans le centre et l'ouest, la journée sera plutôt clémente, même si quelques passages nuageux sont attendus entre Poitiers, Clermont-Ferrand et Limoges, autour de 20 à 24 degrés.
En revanche, le nord et l'est connaîtront un temps plus perturbé. Des averses toucheront notamment sur la Bretagne, la Normandie et une partie du Grand Est, notamment Lille, Metz et Strasbourg, où les maximales ne dépasseront pas les 16 et 18 degrés. Le vent, lui, soufflera modérément jusqu'à 50 km à l'heure sur les côtes de la Manche et autour de 30 km en Méditerranée. En résumé, un dimanche agréable dans le sud, plus nuageux au nord, mais globalement doux pour la saison. Voilà donc pour la météo, voilà donc pour le Grand News, les nouvelles du monde. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du Grand News. D'ici là, passez une excellente soirée, une très belle semaine et merci de nous rester fidèles.